Signature d'une permutation. Donc on prend sigma, une permutation quelconque, et on prend un couple IJ de deux entiers compris entre 1 et n, et on dit que ce couple IJ est une inversion si I est strictement plus petit que J, et si sigma I est plus grand strictement que sigma J. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que I et J étaient rangés dans l'ordre strictement croissant, et au contraire, leurs images sont rangées dans l'ordre inverse. Et on notera I de sigma, le nombre d'inversions de la permutation sigma, parce qu'on verra qu'on a besoin de savoir combien d'inversions contient la permutation sigma. Donc on va tout de suite voir un exemple pour comprendre ce qu'est une inversion. Donc j'ai pris l'exemple d'une transposition, donc j'ai posé la permutation sigma égale la transposition de 5, et je vous demande lesquels de ces couples sont des inversions. Donc je vous invite vraiment à mettre la vidéo sur pause pour y réfléchir avant d'écouter la réponse. Donc la réponse, le couple 1-2. Donc 1 est évidemment laissé invariant par cette transposition de 5. Alors que 2 est envoyé sur 5. Donc au final, qu'est-ce qu'on a? 1, il est envoyé sur 1, et 2, il est envoyé sur 5. Donc vous voyez que 1 et 2 étaient bien rangés dans l'ordre strictement croissant, mais leurs images, qui sont 1 et 5, sont également rangées dans l'ordre strictement croissant. Donc ça, ce n'est pas une inversion. 1, 3. Donc 1, il n'est pas dans le support, donc 1, il est envoyé sur 1, et 3, il est également envoyé sur 3. Donc vous voyez encore une fois, 1, 3 et leurs images sont rangées dans le même ordre, ça non plus, ce n'est pas une inversion. Le couple 2, 3, donc 2 est bien strictement plus petit que 3, 2 il est envoyé sur 5, et 3 il est envoyé sur 3. Donc là, vous voyez bien que les images respectives sont 5 et 3, elles sont rangées dans l'ordre inverse, donc le couple 2, 3 est bien une inversion. Le couple 2, 5, donc 2 est envoyé sur 5 et 5 est envoyé sur 2. Donc là, 2 et 5 sont bien rangés dans l'ordre strictement croissant et leurs images sont rangées dans l'ordre inverse. Donc c'est bien une inversion. Et enfin, le couple 3, 5, donc 3 est bien strictement plus petit que 5, et 3 il est envoyé sur 3 et 5 est envoyé sur 2. Donc là encore, vous voyez que 3 est bien strictement plus petit que 5 et l'image de 3 est bien strictement plus grande que l'image de 5. Donc voilà, parmi ces 5 couples, les 3 derniers sont bien des inversions. Alors on a vu qu'on allait noter I de sigma le nombre d'inversions, et en fait ce qui va surtout nous intéresser, c'est de savoir si ce nombre d'inversions est pair ou impair. Du coup on va appeler signature d'une permutation le réel moins 1 puissance I de sigma. Évidemment, moins 1 puissance I de sigma vaut 1 si et seulement si I de sigma est pair, et moins 1 si et seulement si I de sigma est impair. Proposition 5, la signature d'une transposition est égale à moins 1. Donc j'ai pris une transposition, KL, bon, et puis je peux faire l'hypothèse que K est strictement plus petit que L, enfin peu importe, on s'en fiche complètement, mais je l'ai fait pour pouvoir avoir un dessin. Donc il faut bien comprendre que les inversions, donc déjà les inversions, si elles sont, enfin les couples pardon, IJ où I et J sont tous les deux différents de K et de L, ces couples ils sont constitués de deux éléments qui sont invariants par taux, donc évidemment ils seront rangés dans le même ordre que leur image, donc ça ne peut pas être des inversions. Donc tout ça pour dire qu'une inversion, elle doit forcément faire intervenir K ou L. Alors, tous les couples de la forme, on va dire IK avec I strictement plus petit que K. Ce ne sont pas des inversions, puisque K est envoyé sur L, I restera invariant, donc tous les couples de la forme IK ne sont pas, avec I plus petit que K, ne sont pas des inversions. Les couples de la forme KI
le sont à condition que I soit compris entre K et L. En effet, I du coup il sera quelque part, par là entre K et L, il reste invariant, et K il est envoyé sur L, donc vous voyez bien que l'ordre a été changé. Par contre, si I est strictement plus grand que L, ce ne sera pas une inversion, parce que K sera envoyé sur L, I y restera invariant, et du coup, l'ordre n'aura pas été changé. Ensuite, on a aussi, avec le même raisonnement, on obtient comme inversion tous les couples de la forme IL avec I qui est strictement compris entre K et L. Donc vous voyez, encore une fois, I il restera invariant, donc il restera à la même place. Par contre, L passera à la place de K. Donc l'ordre aura bien été modifié. Et puis ensuite, on en a encore un autre qui est le couple KL. Effectivement, K est envoyé sur L et L est envoyé sur K. Donc ça aussi, c'est bien une inversion. Donc tous les couples de la forme KI et les couples de la forme IL, vous voyez qu'en fait, il y en a autant. Donc tous ces couples-là, toutes ces inversions-là, me donnent déjà un nombre pair d'inversions. Et par contre, avec le couple KL, ça me donne cette fois un nombre impair d'inversions. Donc on a bien démontré qu'il y a un nombre impair d'inversions dans le cas d'une transposition. Du coup, la signature d'une transposition, c'est bien -1. Un théorème important qui sera admis nous dit que la signature d'une composée, c'est le produit des deux signatures. On peut même prouver que la signature est la seule application de Sn à valeur dans -1, qui vérifie pour toute transposition la signature, enfin epsilon de sigma égale -1, et epsilon de sigma sigma prime égale epsilon de sigma fois epsilon de sigma prime. Évidemment, quand je dis sigma sigma prime, ça veut dire sigma rond sigma prime. Donc vous voyez, la proposition 5 et le théorème 2, ce sont donc deux propriétés de cette fonction signature, mais la remarque importante dit que c'est la fonction signature est finalement la seule application qui vérifie ces deux propriétés. Bon. Il découle de la proposition et du théorème précédent que si je prends une permutation qui s'écrit sous forme d'un produit de P transposition, alors sa signature sera égale à -1 puissance P. En effet, d'après le théorème 2, la signature de sigma sera égale à la signature de taux 1 fois la signature de taux 2, et ainsi de suite jusqu'à la fois la signature de taux indice P. Donc, mais chacune de ces signatures, ce sont des signatures de transposition, donc elles valent toutes -1. Donc j'aurai bien -1 à la puissance P. Donc c'est bien clair, d'après le corollaire 2, à chaque fois que je réécris une permutation sous la forme d'un produit de P transposition, j'obtiens une signature égale à -1 puissance P. Je vous rappelle qu'on a vu précédemment qu'un cycle d'ordre P se décompose sous forme d'un produit de P-1 transposition. Du coup, vu ce qu'on vient de dire, la signature d'un P cycle, c'est -1 à la puissance P-1. Donc ça, c'est important. Il faut que vous reteniez ça. Signature d'un P cycle égale -1 à la puissance P-1. On termine en disant que si sigma s'écrit sous la forme d'un produit de P cycles différents, donc de P cycles qui sont donc taux 1, je vais dire que c'est un cycle de longueur L1, taux 2 un cycle de longueur L2, et ainsi de suite, taux P un cycle de longueur LP, alors je sais que la signature de sigma va être égale au produit des signatures de chacun des taux I, sauf que taux I, comme on vient de le voir, c'est un cycle de longueur Li, donc sa signature c'est -1 puissance Li-1. Et évidemment, par la formule du produit, ça donne -1 fois la somme des Li, le tout -1, enfin la somme des Li-1, pardon. Donc ça c'est important, ça nous donne la signature de n'importe quelle permutation qu'on a décomposée sous forme d'un produit de cycle. Donner la signature de la permutation sigma qui apparaissait dans la page 3, on avait déjà réussi à décomposer sigma sous forme d'un produit de cycle, donc j'obtiens que la signature de sigma, c'est -1 au carré fois -1 au cube fois -1 au carré,
puisque d'accord, moins 1 au carré parce que j'ai un 3 cycles, moins 1 au cube parce que j'ai un 4 cycles, et ainsi de suite. Donc on trouve au final moins 1.